Hello, hello. Bonjour, vous m'entendez tous ou pas? Hein? Allô? Bon. Alors moi, je peux pas savoir si vous m'entendez. On va dire que ça marche. Hein. Si ça marche pas, vous m'appelez. Vous faites vous m'envoyez des messages. Vous me dites non, ça marche pas, Véro. Fais quelque chose. Voilà, je me suis un petit peu organisée là. Hein. Donc je suis chez moi. Hein. Qui n'est pas chez lui là? Tout le monde est chez soi. Hein. J'espère. J'espère qu'on prend bien au sérieux les trucs. C'est vrai que c'est quand même très grave. Hein. Je vais juste terminer là-dessus. Enfin, commencer et terminer très vite là-dessus. Coucou, ouais, coucou tout le monde. Isabelle, ça va Isabelle? Voilà, je vais mettre mes lunettes, hein. Ben oui, il faut quand même, parce qu'autrement, je verrai rien du tout. Voilà, je suis un peu miro. Donc, on me voit pas. Vous êtes sûr qu'on me voit pas? Vous me voyez pas? Moi, c'est marrant parce que là, je me vois en direct sur mon téléphone, sur mon truc. Donc, il y a, ouais, je pense que vous devez me voir, là. Vous me voyez? Répondez-moi. Vous m'entendez? Vous me voyez? Allô, allô? Dites-moi juste si vous me voyez ou si vous m'entendez. Coucou, coucou. Répondez-moi, vous me voyez? Vous m'entendez ou pas? Allô, allô? Donc, tu nous vois. Et vous m'entendez aussi? Super, ils m'entendent, c'est important. Vous m'entendez? Alors oui, vous m'entendez? Non, vous moi. Ça marche bien, nickel? Super. Bon ben voilà, on va commencer. Alors maintenant, bah, écoutez, voilà, donc on parle de notre... Bon voilà, on est tous confinés chez soi, qu'on soit... salut Lucille, qu'on soit au bout du monde, qu'on soit à Paris. Je pense que même aux États-Unis, partout, tout le monde est confiné. Ma fille, elle vit en Israël, elle est confinée aussi dans sa maison avec ses enfants. Beaucoup de gens, d'ailleurs, je reçois des messages de plein de copines qui pensent vendre leurs enfants sur le bon coin. Non, non, n'en faites rien. D'abord, personne n'en voudra. Ah, salut Joël. Et Fatima, comment ça va? Bon, alors, je ne vais pas dire bonjour, je crois que vous êtes pas mal déjà à regarder. Bon, j'ai eu cette petite idée, je me suis dit, voilà, on est tous confinés chez soi, et si on se donnait un petit rendez-vous tous les jours, vers 17h, on affinera après, hein, si c'est un horaire qui vous convient pas, mais moi je trouvais ça pas mal, 17h. En ce moment, on n'a pas énormément entre le cours de Zumba, les, manger, faire des courses de temps en temps. Moi, promener mes chiens le matin, une fois par jour, je les promène quand même, parce que les pauvres chéris, faut quand même qu'ils mangent. Qui mangent et qu'ils aillent aux toilettes. Hein, on va pas faire ça à la maison. Voilà. Ah, Charline, ça va? Et donc, voilà, bon, on est tous, c'est pas drôle. Il y en a qui sont plus ou moins bien installés. Il y en a qui sont avec plein d'enfants, serrés dans un endroit. Je pense à eux fort. Je vais essayer de trouver plein de petites idées à leur transmettre. J'essaye déjà, je regarde. Et là, je me disais, voilà, moi, je pensais surtout aux personnes confinées, comme ma maman, qui sont fragiles, qu'on ne peut pas sortir, tous les gens qui sont dans les EHPAD aussi. Et je me suis dit, voilà, bon, regarder la télé, c'est bien. Je les ai entendus hier à la télé, ils disaient qu'ils s'ennuyaient un peu. Donc voilà, si je peux, moi, répondre à des questions ou essayer de trouver pour eux, pour le lendemain, qui me posent des trucs ou qu'ils essayent de me demander des solutions. Tu sais, je peux chercher pour eux. Et puis, ah ouais, Sophie, tu bosses à partir de 17h. Tant pis pour ta pomme, tu verras en replay. Non, mais on verra, on affinera. Si c'est un autre horaire, ce sera un autre horaire. Cédric, mangeant des pommes. Ah oui, on s'est rencontrés à cette époque, c'est vrai. À l'époque de Chirac, où il disait mangeant des pommes. Et voilà, je me suis dit donc que je pourrais vous lire un livre. Alors au départ, je voulais vous lire le prix Goncourt, mais je me suis rendu compte que les droits étaient pas libres et que donc forcément c'était un peu compliqué et qu'il me faut peut-être le temps de m'organiser si je veux créer quelque chose où je pourrais payer des droits aux auteurs. Enfin bon. Et ça, c'est à créer plus tard. Mais alors, je me suis dit, bon, bah, allons chercher dans des auteurs qui seraient passés dans le domaine public. Parce qu'il y en a. Et cette année, figurez-vous que dans le domaine public est passé Agatha Christie ou certains romans d'Agatha Christie. Et dont un qui s'appelle L'homme au complet marron. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, je me rappelle de ce... Il y a eu un film qui a été fait, je me rappelle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Je me suis dit, tiens, je vais leur lire L'homme au complet marron. Alors, évidemment, je ne vais pas me le torturer en une fois, hein, parce que ça sera peut-être beaucoup et indigeste. Mais on va se faire un rendez-vous comme ça, où on dit que je me ferai quelques chapitres, un peu comme un feuilleton dans la semaine. Hein.
vu qu'on n'a rien d'autre à faire. D'accord. Ah, en EHPAD. Bonjour Coralie. Ah ouais. Un striptease, bien sûr. Mais je crois que tu serais déçue. Je pense que franchement, non, je vais pas le faire. Oui, on prend soin de la famille. On prend soin de la famille. Voilà, ça, moi j'ai de la chance. Hein, j'ai pas des enfants en bas âge à la maison. Donc j'ai des. Tu vois, j'ai mon fils qui a 23 ans. J'ai mon mari qui est fragile aussi, quand même si il n'est pas si vieux. Voilà, il a des problèmes un petit peu cardiaques. Donc on fait attention. Mais nous, ça fait. Moi, j'ai commencé un peu le confinement avant parce que tous les hivers, je fais attention. Et d'ailleurs, je me fais hurler dessus par les gens parce que je veux pas faire de bisous et que je veux pas serrer les mains. Ça a rien de méchant. C'est que je chope beaucoup de choses, des angines, ça se porte sur toute la voie. Et quand je travaille, c'est hyper compliqué. Donc, je préfère ne rien faire. Pas faire de bisous, pas faire de serrage de main. Et finalement, bah, voyez. C'est mieux comme ça. Hein, faudra continuer après. Salut Karen, ça va? Michel, etc. Donc voilà, vous avez des petites questions ou pas à me poser? Vous avez des trucs que vous avez envie de savoir? Et je veux bien répondre si vous me... Tu vois, Frédéric, bonjour Frédéric, Monique, en la Seine-et-Marne. Alors vous avez des questions ou pas? Merci pour le sens de l'humour. J'attends quelques minutes pour voir si vous avez des questions à me poser ou si je démarre direct la lecture. Coralie, oui, on s'était rencontrés à Fourmi. Je vois pas bien ta tronche là, mais je crois que oui. Pourquoi c'est vrai, Sophie? C'est vrai, c'est vrai. Beau souvenir de notre rencontre à Fuveau. Merci. Et oui, et puis d'ailleurs, tous les salons du livre sont annulés. Hein, je devais aller à celui donc au salon du livre de Bondu, près de Lille. Je devais être à celui de Saint-Louis, en Alsace. Je devais être peut-être vers Saint-Malo. Je devais aussi être au ministère des Armées pour faire une journée de la femme. Tout ça, ça a été annulé. Puis toutes les représentations de Gina et Cléopâtre qui marchaient super. Donc on devait être à Moreuil. On est 2 heures avant, on l'a annulé. C'était plein. Bah, ils sont en train, je pense, d'essayer de recaler des dates, mais c'est pas sûr parce que j'ai effectivement des futurs projets. Et mon prochain futur projet, alors ça on va voir aussi parce qu'on est un peu tous dans le Schwarz, hein, c'est que je vais faire une pièce à Paris qui s'appelle Bêtise Family, donc je vais commencer la promo fin avril, début mai. Alors on verra si on est encore confiné ou pas parce que contrairement à ce qui est annoncé au départ, je pense qu'on en a bien pour 6 semaines quand même. Hein. Donc voilà, donc on va... je sais pas du tout quand on va reprendre cette pièce. Et si on la fait pas en juin, on la fera probablement en... On la fera plutôt en... Je pense en... Ou alors on la commencera un peu plus tard, ou alors on la commencera en septembre. Voilà, mais c'est une pièce super, c'est une comédie à 4 personnages, un peu dans le style d'humour de cuisine et dépendance, comme ça. C'est des choses de la vie, et avec des personnalités assez exacerbées qui font que ça passe pas forcément comme ça doit se passer. Voilà, et donc le ressort est très drôle, évidemment. Bisous Philippe, hein, Lucille. Ah oui, ça va être très très compliqué de tout recaler. On va pas pouvoir tout recaler, c'est sûr. Voilà, on verra pas. Ah ben moi je veux bien, tu m'écris une chanson, vas-y. Oui, Julie, est-ce que vous manque? Mais quand même 22 ans de Julie sans un épisode, je crois que c'est bon, là on va se tourner vers autre chose. J'ai des projets, l'inspecteur Lescaut, 8 ans, c'est mignon. Et comment il s'appelle? Hein? Ah, je sais pas, il n'est plus là le truc. Petit garçon de 8 ans, Slimane, qui veut devenir inspecteur Lescaut. Ah non, inspecteur Slimane pourrait plutôt devenir... Bah, Lescaut, c'est une fille. Hein. Ah, quoique, bon, allez, on va dire que c'est un garçon, c'est bon. S'il veut, hein, c'est un beau métier. C'est un très beau métier. Voilà, bon, je ne reviendrai pas dans Julie, c'est évident, mais j'essaierai de revenir. Je pense que je vais revenir dans un truc assez sympa et rigolo. Donc, on attend. Des projets. Mais bon, de toute façon, des projets, à partir du moment où ils ne sont pas passionnants, je ne vais pas les faire. On va attendre. Le théâtre, c'est bien pour attendre, c'est patiente.
Voilà. Bon, bah alors bonjour Tata, c'est Manon. Ah, ma nièce, salut Nanouche. Fais bien attention à toi, chérie, à ta petite soeur et à tout le monde. Hein. Attention, hein, tu restes bien à la maison, chérie. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas, il n'y a pas de questions apparemment. Hein. Courage, ouais, les personnels soignants, ça, il faut les encourager. Hein. Aïe, 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 les pauvres, c'est compliqué. Hein. Bah oui. Bon, je vais faire qu'aucun de vous n'a des parents ou des proches très atteints. Hein, voilà, on espère tous passer au travers. La famille, oui, la Dame des yeux, ouais, très beau film. Donc voilà. Alors, si vous voulez, ben, on commence. Je vais faire la lecture pour les dames, pour les messieurs dans les EHPAD, pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Voilà, puis après, je ne vais pas tout lire. Hein, je vous dis, je vais lire. Voilà, je vais me faire. Vous savez, un peu comme on fait des feuilletons. Je vais faire un petit 52 minutes. Hein, et puis après. On reprendra demain à la même heure si vous avez envie. Un rôle dans la série Joséphine Ange Gardien, si c'est un très beau rôle, pourquoi pas. Vous savez, moi, j'aime les rôles quand ils sont costauds. Alors, si c'est un très très beau rôle, pourquoi pas. Si par exemple je jouais Dieu, je serais la chef. Ah là là. Bonjour maman. Ah, ta soeur est atteinte, Marie-Yvonne, ça va? C'est pas trop grave, hein? C'est pas trop grave? Tu penses aller à Avignon? J'y étais en Avignon, j'étais à Avignon, un festival il est annulé de toute façon. Et j'étais à Avignon juste avant pour le festival du livre aussi d'Avignon. Bon, alors je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Hein? Moi je vais très bien, Shabbat Shalom Betty. Voilà, je vais très très bien. Ou à Tel Aviv, ouais, bah, j'espère aller à Tel Aviv cet été encore. Bon, j'irai pas longtemps parce que ça dépend. Enfin, ça dépend de la pièce en fait. Si je joue, si je devais jouer cet été, je serais venue 15 jours parce que j'avais que 15 jours de vacances. Mais bon, nous allons voir. Au Théâtre sur Paris, je vous dis, je serai au Théâtre sur Paris à partir de bientôt. Je devais être le 2 juin. Je commençais la promo, je vais faire Vivement Dimanche, pas mal d'émissions, l'émission Stéphane Bern et tout. Et puis, je sais pas du tout où on en est. Je sais pas, pas plus que vous. On sait pas, on sait pas. Mais je vous le dirai. On le saura. On le saura. T'es vrai? T'es aveugle, Jean-Marie? Ah, on se revoit quand, Lorraine? On se revoit dès qu'on pourra. Pour l'instant, personne ne se voit. Hein, chez moi, je suis pas loin de la place de la République. Là, je vous raconte pas. C'est le désert. On entend les oiseaux remarquer. Ça, mais bon, c'est vrai qu'à la longue, ça va finir par être long. Hein. Danser avec les stars, non. Non, moi j'aime trop gagner. C'est un peu tard pour que je fasse Danser avec les stars. Et c'est un truc où je suis sûre que je ne vais pas gagner. Je pense que je ne vais pas y aller. Un livre en écriture, oui. Oui, j'y pense en tous les cas. Mais moi, je mets du temps hein, à mûrir. Oui, j'y pense. Mais plutôt un roman cette fois-ci. Un roman, même s'il y a un petit peu d'autobiographie, parce qu'il y a toujours des autobiographies dans un roman. Voilà, ce sera... Alain, comment tu vas, mon Alain? Alain Stern. Alain Stern, qui est là, et qui est un des auteurs de La Dame des Yeux, ce sublime film. Bon, alors, oui, République, oui, je suis à République. Vous, Lorraine, oui, bien sûr, Lorraine, je me souviens de toi. Et Sylvie, salut Sylvie, de Belgique. Ah ben peut-être que ça sera peut-être que ce sera fini le confinement pour Vivement Dimanche, j'en sais rien. Hein. Autrement, effectivement, de toute façon, dès que je peux, dès que je pourrai retrouver ma mère à la Petite France, à Strasbourg, ça sera un pot, un grand pot avec tout le monde sans problème. Ouais. Bon, eh bien écoutez, alors il est maintenant, quelle heure il est là? Vous avez une idée de l'heure? 17h10. Hein?
Alors, on va donc commencer. Je vais commencer pour les gens. Alors, je vous dis, hein, c'est surtout... Alors, quand j'aurai fini de lire ce livre, alors moi, je vous lis donc un Agatha Christie. Je vais lire un Agatha Christie parce que j'ai pas les droits des livres récents. C'est dommage parce qu'il y a des livres que j'aurais bien aimé vous lire. Il est très bien, le Goncourt, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous lire, surtout pour les gens hein, dans les EHPAD qui s'ennuient, pour qui c'est un peu difficile de lire parce qu'ils ont des problèmes avec leurs yeux, des problèmes de fatigue. Voilà, c'est un truc qu'ils pourront réécrire dans leur livre s'ils veulent. Et je vais lire quelques chapitres. Demain, je ferai la suite. Voilà, on y va? Allez, donc, l'homme au complet marron. Prologue. Nadine, la danseuse russe qui avait conquis Paris en coup de vent, revint saluer la 10e fois, rappelée par les applaudissements frénétiques. Ses longs cheveux noirs brillèrent dans un sourire, sa bouche écarlate eut une moue hautaine. Les Parisiens enthousiastes continuèrent encore d'applaudir quand le rideau tomba sur les ors, les rouges et les bleus du décor bizarre. Dans un tourbillon de voiles tango et bleuâtre, la danseuse quitta la scène. Un monsieur barbu la reçut dans ses bras. C'était son manager. « Bravo, ma petite, bravo !» cria-t-il. « Ce soir, tu t'es surpassée. » Et puis, il lui plaqua sur les joues 2 bons gros baisers d'affaires. Nadine accueillit l'hommage avec l'insouciance que donne une longue habitude, et passa dans sa loge, où parmi des gerbes de fleurs traînaient de merveilleuses toilettes brodées de dessins futuristes. L'air était lourd d'exotisme et de parfums étranges. Jeanne, l'habilleuse, déversait sur sa maîtresse en la dévêtant un torrent de flatteries grossières. Un petit coup à la porte l'interrompit. Jeanne se leva et revint une carte à la main. « Madame reçoit-elle » ?« Faites voir. » La danseuse tendit une main indolente, mais à la vue du nom gravé sur le vélin, comte Serge Pavlovitch, une lueur s'alluma au fond de ses prunelles. « Faites entrer. Le peignoir jaune, Jeanne, et vite. Quand le comte rentrera, vous sortirez. » « Bien, madame. » Jeanne apporta le peignoir adorable, le chiffon jaune d'or brodé d'hermine. Nadine s'en enveloppa et s'assit à sa table de toilette, battant de ses longs doigts fins la mesure d'une danse et se souriant dans son miroir. Le comte, très svelte, très élégant, très pâle, très las, neutre de traits et de langage, un de ces hommes qu'on rencontre à la douzaine et qu'on reconnaît très difficilement sans leurs allures trop maniérées, s'inclina respectueusement sur la main de Nadine. « Madame, enchantée de vous présenter mes hommages. » C'est tout ce que Jeanne put entendre avant de fermer la porte derrière elle. Dès qu'ils furent en tête-à-tête, le sourire de Nadine s'évanouit. « Bien que compatriote ne l'ont pas parlé russe, hein ?» dit-elle. « Et pour cause, » répliqua son compagnon, « puisque ni vous ni moi n'en savons le premier mot. » D'un commun accord, ils adoptèrent l'anglais. Maintenant que le comte avait abandonné son accent affecté, on ne pouvait douter que ce ne fût pas sa langue maternelle. Il avait débuté dans la vie comme acteur à Transformation dans un music-hall de Londres. « Vous avez un succès formidable ce soir, » fit-il. « Tous mes compliments. » Malgré tout, répondit la danseuse, je suis toujours inquiète. Ma situation n'est plus ce qu'elle était. Je n'ai jamais pu détruire complètement les soupçons nés pendant la guerre. On m'observe et on m'espionne continuellement. Mais vous n'avez jamais été accusé d'espionnage. Oh, le patron est trop malin, il a tout prévu. Vive le colonel, dit le comte. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de sa retraite? Prendre sa retraite, lui, comme un médecin, un plombier ou un boutiquier. Ou comme n'importe quel homme d'affaires, termina Nadine. Eh bien, moi, ça ne me surprend pas. Un homme d'affaires merveilleux, c'est ce que le colonel a toujours été. Il organisait les crimes comme un autre organiserait une usine, sans se compromettre lui-même. Il a conçu et dirigé une série de coups ébouriffants dans toutes les branches de sa profession. Vol de bijoux, documents forgés, espionnage. Ça rapportait beaucoup en temps de guerre. Sabotage, assassinat discret. Il a fait de tout. Et ce qui plus est, il a toujours su s'arrêter à temps. Le jeu devient-il trop dangereux? Il prend élégamment sa retraite avec une fortune immense. « Ah !» fit le comte sans bonhomie. « C'est plutôt désagréable pour nous. Qu'est-ce que nous allons devenir ?»« Mais il ne laissera pas partir le ventre creux. Il est généreux comme un prince. » Quelque chose dans sa voix, une nuance dangereuse de sarcasme, fit lever les yeux au comte. Nadine se souriait à elle-même d'un sourire qui l'intriguait. «
Mais il poursuivit en diplomate. Oui, c'est vrai, le colonel n'a jamais été pingre. C'est à cela que j'attribue une grande partie de son succès. Et surtout au truc du bouc émissaire. Il a toujours trouvé une victime sur qui se décharger de ses péchés. Une intelligence formidable, un apôtre de la maxime. Si vous voulez exécuter une chose sans danger, ne la faites pas vous-même. Voyez, chacun de nous a bon nombre d'affaires dans son dossier. Lui seul reste irréprochable. Personne n'a prise sur lui. Il s'arrêta un instant comme pour lui donner l'occasion de le contredire, mais elle demeura souriante et silencieuse. Personne, répéta-t-il, personne. Et pourtant, vous le connaissez, le patron. Il est diablement superstitieux. Il y a des années, il est allé voir une tireuse de cartes. Elle lui a prédit une longue période de succès. Mais une femme, dit-elle, serait cause de sa chute. Intéressée, Nadine le regarda. Tiens, une femme, dites-vous? Il sourit et haussa les épaules. Sans doute, maintenant qu'il a pris sa retraite, il épousera quelques belles jeunes femmes du grand monde qui dissipera ses millions en moins de temps qu'il n'a pris pour les gagner. Nadine secoua la tête. Non, ça ne se passera pas ainsi. Écoutez, mon ami, demain, je vais à Londres. Et votre contrat au théâtre? Je ne serai absente qu'une nuit. Je pars incognito, comme une reine. Personne ne saura que j'ai quitté la France. Et pour quelle raison pensez-vous que j'y aille? Ma foi, je ne crois pas que ce soit pour le plaisir. À la saison où nous sommes, janvier, c'est le plus sale mois à Londres. Pour affaire, hein? Vous l'avez dit. Elle se dressa face à lui, arrogante et hautaine. Vous venez de dire qu'aucun de nous n'avait de prise sur le patron. Vous avez tort. Moi, une femme, j'ai eu l'astuce et le courage. Car il va falloir du courage. De contrecarrer ses projets. Alors là, je recommence la phrase. Hein. Moi, une femme, j'ai eu l'astuce et le courage, car il va falloir du courage, de contrecarrer ses projets. Vous rappelez, vous, l'affaire des diamants de Beer? Je crois bien. À Kimberley, avant le commencement de la guerre, hein. Il n'y avait pas pris part. Non, je n'y avais pas pris part moi-même et je n'avais jamais su les détails. On a étouffé l'affaire, je ne sais pas pourquoi. Il y avait de la galette là-dedans. Pour 100 000 livres de diamants, 2 de nous ont fait du coup. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi là. Pour 100 000 livres de diamants, 2 d'entre nous ont fait le coup. Bien entendu, sous les ordres du colonel. C'est alors que j'ai tenté ma chance. Le truc était de substituer quelques-uns des diamants de Beer aux échantillons de pierres précieuses apportés du Sud par des jeunes industriels qui se trouvaient à Kimberley en ces temps-là. Et de la sorte, les soupçons se dirigeraient contre eux. Très malin, prit Bois-le-Contre. Bon, le colonel est toujours malin. Moi non plus, j'ai pas été bête. Hein. J'ai bien joué mon rôle. Mais j'ai gardé quelques-uns des cailloux. 1 ou 2 sont uniques en leur genre. Et il est facile de prouver qu'ils n'ont jamais passé par les mains de Beer. Avec ces diamants, je tiens mon cher patron dans le queue de ma main. Une fois les 2 jeunes innocentés, son rôle dans l'affaire est facile à prouver. Je n'ai rien dit toutes ces années et je me contentais de garder cette arme en réserve. Maintenant, mon heure est venue et je me ferai payer. Je ne crains pas de le dire, mon prix sera exorbitant. Très bien manigancé, dit le comte. Et sans doute vous portez toujours ces diamants sur vous? Ses yeux doucement inspectaient la loge. Nadine eut un petit rire. Ah, pas si bête. Les diamants sont en lieu sûr où personne n'aura l'idée de les chercher. Je vous sais fort intelligente, chère amie, mais permettez-moi de vous dire que je vous crois un peu emballée. Le colonel n'est pas de ceux qu'on peut faire chanter. Je n'ai pas peur de lui. Le seul homme dont j'ai peur est mort. Espérons, fit-il en riant, qu'il ne ressuscitera pas. Que voulez-vous dire? S'exclama-t-elle violemment. Il la regarda surpris de son émotion. Je voulais dire par plaisanterie qu'une résurrection pareille ne ferait pas votre affaire, dit-il. Elle eut un soupir de soulagement. Oh non, il est mort, bien mort. Tu es à la guerre. Cet homme m'a jadis aimé. En Afrique du Sud, interrogea le comte d'un ton négligent. Précisément. C'est votre pays natal, n'est-ce pas? Elle fit un signe affirmatif. Le visiteur se leva et prit son chapeau. Allons, fit-il, vous voyez clair dans vos propres affaires, mais si j'étais vous, je craindrais le colonel bien plus qu'un amoureux déçu. Ce patron, sachez-le bien, est un homme qu'il est trop facile de sous-estimer. La danseuse eut un rire méprisant. Je reviens parce qu'il y a trop de bruit. Je continue. La danseuse eut un rire méprisant. Comme si je ne le connaissais pas après tant d'années. Mais le connaissez-vous vraiment? Je me le demande, dit-il doucement. Cela m'étonnerait.
Je ne suis vraiment pas si enfant que vous semblez le croire. Je ne suis pas embarquée seule là-dedans. Le paquebot qui vient de l'Afrique du Sud arrive demain à Southampton et à bord il y a un homme venu de là-bas sur mon ordre et que j'ai chargé de certaines missions. C'est à nous deux que le colonel aura affaire. Est-ce bien sage? C'est indispensable. Êtes-vous sûr de cet homme? Un sourire bizarre effleura les lèvres de la danseuse. Absolument sûr, il ne brille que par l'intelligence, mais on peut se fier à lui. Il ne brille pas par l'intelligence, mais on peut se fier à lui. Elle s'arrêta un instant, puis sur un ton d'indifférence complète, ajouta. Au fait, c'est mon mari. Alors, ça, c'était le prologue. Maintenant, chapitre 1er. Donc, nous parlions d'une danseuse qui va essayer de se venger d'un homme qui s'appelle le baron. Mais comment il s'appelait? Non, pas le baron. Comment il s'appelle? Enfin, il l'appelle le patron, le colonel. Le colonel. Chapitre 1er. Voilà beau temps que tous mes amis me persécutent pour que je publie cette histoire. Tous, à commencer par les grands de ce monde, représentés par Lord Nasby, jusqu'aux petites gens, en l'espèce notre bonne à tout faire Émilie. Bon Dieu, mademoiselle, quel beau livre pourriez faire de tout cela? Ce serait du cinéma. Il faut reconnaître que je suis dans une certaine mesure bien qualifiée pour cette tâche. J'ai été mêlée à l'affaire depuis le début. J'ai fait le plus gros de la besogne et j'ai assisté au dénouement. En outre, les lacunes de mon savoir ne suffiraient pas à remplir. Les lacunes que mon savoir ne suffirait pas. Je recommence. Il faut reconnaître que je suis dans une certaine mesure bien qualifiée pour cette tâche. J'ai été mêlée à l'affaire depuis le début. J'ai fait le plus gros de la besogne et j'ai assisté au dénouement. En outre, les lacunes que mon savoir ne suffirait pas à remplir sont comblées par le journal intime de Sir Eustache Pedler, qu'il a bien voulu mettre à ma disposition. Donc je m'exécute. Anne Begenfield entreprend le récit de sa vie mouvementée. Et c'est Anne Benningfeld. C'est les noms anglais, moi, mais enfin, vous me les prononcez bien. Donc, je m'exécute. Anne Bedingfeld entreprend le récit de sa vie mouvementée. J'ai toujours désiré des aventures. Mon existence était d'une monotonie horrible. Mon père, le professeur Bedingfeld, était une des plus grandes autorités scientifiques en Angleterre sur la question de l'homme primitif. C'était véritablement un génie. Tout le monde le reconnaît. Son esprit planait dans les époques paléolithiques et le malheur de sa vie était que son corps habitait le monde moderne. Papa n'avait aucune estime pour ses contemporains. Il méprisait même l'homme néolithique. Son enthousiasme se limitait à l'âge de pierre. Malheureusement, on ne peut pas arriver à se passer tout à fait de ses contemporains. Il faut bien entretenir des rapports quelconques avec des bouchers, les boulangers, les épiciers, les laitiers. Enfin, pas en ce moment, hein, mais bon. Papa était retiré dans le passé, maman étant morte quand j'étais petite fille, c'est à moi qu'incombèrent les charges matérielles de l'existence. À vrai dire, je hais l'homme paléolithique. Et bien que j'ai retapé à la machine et corrigé les épreuves de l'œuvre de mon père, l'homme de Néandertal et ses ancêtres, je n'y repense qu'avec horreur et m'estime heureuse du hasard qui a exterminé cette race en ces temps éloignés. Je ne sais pas si mon père se rendait compte de mes sentiments à cet égard. Probablement non. En tout cas, cela ne l'eût pas intéressé. Il n'a jamais témoigné la moindre attention à l'opinion des autres. Je crois que c'était la marque distinctive de sa grandeur. Il vivait au-dessus des nécessités de la vie quotidienne. Il mangeait, sans jamais remarquer tout ce qu'on mettait devant lui, mais se montrait douloureusement surpris quand on lui annonçait qu'il fallait le payer. Nous n'avions jamais d'argent. Sa célébrité n'était pas de celles qui enrichissent. Bien qu'il fût membre de toutes les sociétés savantes, le public connaissait à peine son nom et ses in-folios qui ajoutaient des sommes inconsidérables, ou plutôt des sommes considérables au total des connaissances humaines, restaient inconnues des masses. Une seule fois, il attira sur lui l'attention du public. Il avait lu devant une assemblée savante un rapport sur les chimpanzés. Il paraît que si les enfants des hommes possèdent certains traits anthropoïdes, les petits chimpanzés, eux, approche du type humain bien plus que les chimpanzés adultes. Par conséquent, si nos ancêtres étaient plus simiesques que nous le sommes, les aïeux des chimpanzés étaient au contraire d'un type supérieur. Autrement dit, les chimpanzés ont dégénéré. Le budget quotidien
journal le plus hardi de Londres, toujours en quête de nouvelles à sensation, publia immédiatement en première page. Nous ne descendons pas des singes, mais les singes descendent de nous. Un grand savant déclare que les chimpanzés sont des hommes dégénérés. Un reporter se présenta chez mon père pour lui proposer d'écrire une série d'articles populaires sur ce sujet. J'ai rarement vu papa dans une telle colère. Il invita poliment le jeune reporter à tourner les talons à mon intense détresse, car il ne lisait pas le budget quotidien. Un instant, j'eus l'idée de courir après le jeune homme et de l'informer que mon père avait changé d'avis et qu'il lui enverrait les articles en question. J'aurais pu facilement les rédiger moi-même et mon père n'en aurait probablement jamais rien appris, car nous passions précisément par une crise financière. Mais à tout prendre, c'était trop risqué. Il ne me resta donc qu'à mettre mon chapeau le moins défraîchi et aller au village pour essayer de calmer l'épicier, animé d'une juste colère. Le reporter du budget quotidien fut le seul jeune homme qui passa le seuil de notre maison. Il y avait des moments où j'enviais Émilie, notre petite bonne, qui sortait dès que l'occasion se présentait avec son fiancé, un marin costaud. Quand il voguait vers les mers, elle sortait avec le garçon boucher et le commis de la pharmacie pour rester en forme, disait-elle. Je me disais tristement que je n'avais personne, moi, pour me maintenir en forme. Tous les amis de papa étaient de vieux savants barbus et chenus. Il est vrai que le professeur Petersen, un jour, m'embrassa affectueusement et me dit que j'avais une taille de guêpe. Cette phrase seule suffit à le classer. Depuis que je suis née, aucune femme qui se respecte n'a songé à avoir une taille de guêpe. J'ai soif d'amour et d'aventure et je paraissais condamnée à une existence plate et ménagère. Le village possédait une bibliothèque regorgeant de romans. J'en vivais les amours et les dangers et je me couchais le soir pour rêver de ces hommes forts et bronzés qui abattent leurs adversaires d'un seul coup. Il n'y avait personne autour de moi qui eût l'air de pouvoir abattre un adversaire d'un seul coup, ni même de plusieurs. Il y avait aussi un cinéma qui renouvelait son programme toutes les semaines. Oh, les aventures de Pamela en 12 épisodes. Pamela était une jeune femme extraordinaire, bravant impunément tous les dangers. Elle sautait du haut des avions, naviguait dans des sous-marins, grimpait sur les toits des gratte-ciel et s'aventurait dans le monde des criminels sans qu'un seul cheveu ne tombât de sa tête. Elle n'était pas une maligne, car le grand maître des criminels l'attrapait sans cesse. Mais comme il ne pouvait se résoudre à l'assommer une fois pour toutes d'un bon coup sur le crâne et qu'il la condamnait à être asphyxiée ou électrocutée dans une cellule souterraine, le héros trouvait toujours moyen de la sauver au début de l'épisode de la semaine suivante. Je revenais du cinéma la tête en feu, en proie à un délire romantique, et je trouvais une lettre de la compagnie du gaz qui menaçait de couper le courant si on ne payait pas la note. Et pourtant, sans que je m'en doutasse, chaque instant me rapprochait de la grande aventure. Il est possible qu'il y ait au monde des gens qui n'ont jamais entendu parler de la découverte d'un crâne à Rhodesia. Mon père, lui, faillit en mourir d'apoplexie. Un matin, en revenant du marché, je le trouvais dans un état de démence. « Tu te rends compte, Anne ? Ce crâne a une certaine ressemblance avec le crâne de Java, mais superficielle, très superficielle. C'est, j'en suis certain, et j'ai toujours maintenu la forme ancestrale de la race de Néandertal. On me dit que le crâne de Gibraltar est le plus primitif des crânes de Néandertal. Mais pourquoi ? Le berceau de la race était en Afrique, quand ils émigrèrent en Europe. Ne mettez pas de confiture sur votre jambon, papa, l'interrompit Jean-Louis, saisissant la main. Pardon, vous me disiez que quand ils émigrèrent en Europe, se levant d'un coup, il déclara « Nous devons partir immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. Je suis sûr de trouver des restes de bœuf primitifs, peut-être même de rhinocéros. Il nous faut être les premiers là-bas. Il paraît que l'expédition s'y dirige déjà. Écris immédiatement à Cook, Anne. »« Et l'argent, papa ?» demandai-je aussi délicatement que possible. Il me regarda d'un air de reproche. « Ton point de vue me peine toujours, mon enfant. Nous ne devons pas être mercantiles quand il y a de la science. »« Mais j'ai peur que Cook ne soit pas mercantile, papa. » Mercantile, papa. Mon père haussa les épaules. « Ma chère Anne, tu paieras Cook en argent comptant. »« Mais j'ai pas d'argent comptant, papa. » Il eut un geste exaspéré. « Mon enfant, finiras-tu de m'ennuyer avec ces détails sordides ? Va à la banque. J'ai obtenu quelque chose de l'administrateur hier. Il paraît qu'il reste 27 livres. » C'est-à-dire que
Non, nous avons dépassé le crédit de 27 livres, papa. Eh bien, écrire mes éditeurs. Je gardais le silence. Les livres de papa rapportaient plus de gloire que d'argent. Cependant, un voyage en Rhodésie m'aurait plu. Les Rhodésiens sont des hommes forts et bronzés, répétais-je intérieurement en une sorte d'ivresse. Puis je remarquai quelque chose de singulier dans l'aspect de mon père. Papa, dis-je, enlevez votre soulier jaune et mettez le noir. On porte d'ordinaire la paire d'une seule couleur, hein, et surtout, n'oubliez pas votre cache-nez, il fait très froid. Quelques minutes après, mon père partit, portant un cache-nez et 2 souliers noirs. Le soir, il revint sans écharpe ni par-dessus. Tiens, c'est vrai, dit-il, je les ai oubliés dans la caverne. Je les avais enlevés pour ne pas les salir. Un jour, il était revenu couvert de la tête aux pieds de macules argileuses provenant de ses investigations dans le Pliocène. La raison principale pour laquelle nous habitions le village de Little Hamsley était la proximité d'une caverne fabuleuse, riche en vestiges de la civilisation aurignacienne. Nous avions un petit musée au village. Le conservateur et papa passaient leur journée à exhumer dans la caverne, par petits fragments, des ours et des rhinocéros primitifs. Toute la soirée, mon père toussa. Oui, aïe, aïe. Le lendemain, il fut pris de fièvre et je dus appeler le médecin. Pauvre papa, il n'avait jamais eu de chance. C'était une congestion pulmonaire. 4 jours après, il mourut. Ouais, il n'y a pas que le coronavirus, hein. Congestion pulmonaire. Je continue. Ça va? Tout va bien? Hein? Salut tout le monde. Je continue ma lecture. Bon, il y a des moments où je me trompe un peu, hein. Mais je vais essayer de m'appliquer. Ça va, je dis pas trop vite. Je m'emballe des fois. Hein. Je ne suis pas une articulation exemplaire, mais enfin, je fais le max. Hein, je fais le max. On y va. Chapitre 2. Tout le monde fut très bon pour moi. J'appréciais la bienveillance de mon entourage. Il faut le dire, je n'étais pas accablée de chagrin. Mon père ne m'avait jamais aimée, je ne le savais que trop. S'il m'avait aimée, je l'aurais aimée aussi. Non, il n'y avait pas eu de tendresse entre nous, mais nous formions quand même une famille. Je l'avais soigné, j'avais secrètement admiré son érudition immense et son dévouement intransigeant à la science. J'étais peinée de le voir mourir au moment où la vie l'intéressait le plus. J'aurais voulu l'enterrer dans la caverne, mais l'opinion publique réclama une tombe décente dans notre affreux petit cimetière villageois. Les consolations du vicaire, bien que sincères, ne m'apaisèrent pas le moins du monde. Il me fallut quelque temps pour commencer à me rendre compte que ce que j'avais souhaité le plus, la liberté, m'appartenait enfin. J'étais orpheline, presque sans le sou, mais libre. C'est ce qui terrifiait toutes ces bonnes gens, dont la gentillesse était touchante. Le vicaire tenta de me persuader que sa femme avait absolument besoin d'une demoiselle de compagnie. Notre petite libraire du village réclama soudain une employée de plus. Finalement, le docteur me rendit visite et après avoir invoqué les prétextes les plus ridicules pour s'excuser de ne pas se faire payer, bredouilla, bégaya, balbutia et me proposa soudain de l'épouser. Je fus extrêmement surprise. Le docteur était un petit bonhomme rondelet approchant de la quarantaine. Il ne ressemblait pas plus au héros des aventures de Pamela qu'au Rhodésien fort et bronzé. Je réfléchis un instant, puis je lui demandai pourquoi il désirait m'épouser. Cette question parut le déconcerter et il marmonna qu'un médecin avait toujours besoin d'une femme en qualité d'auxiliaire. Sympa. La situation me sembla des moins romanesque et pourtant une voix intérieure me conseillait de m'y résigner. Une vie assurée, voilà ce qu'on m'offrait, avec un foyer confortable. Maintenant, quand j'y pense, je crois que j'étais injuste envers le bonhomme. Il était vraiment épris de moi, mais une délicatesse excessive l'empêchait de me le dire. Quoi qu'il en soit, mon amour de romanesque prit le dessus. « Vous êtes trop bon, dis-je, mais c'est impossible, je ne pourrai jamais épouser un homme sans l'aimer. »« Mais vous ne croyez pas que... »« Non, dis-je fermement, je ne crois pas. » Il soupira. « Mais ma chère enfant, que comptez-vous faire ? » ?»« Voir le monde, avoir des aventures, répliquai-je sans la moindre hésitation. »« Miss Anne, vous êtes encore une enfant, vous ne comprenez pas. » Les difficultés pratiques, mais si, docteur, je ne suis pas une écolière sentimentale. Je suis de la plus mercantile des femmes. Vous avez de la chance de ne pas m'épouser. Je voudrais que vous réfléchissiez. Mais j'ai tout réfléchi. Il soupira de nouveau. J'ai une autre proposition à vous faire. J'ai une tante au Pays de Galles qui cherche une jeune lectrice. Cela vous conviendrait-il ? Ah non, docteur, j'irai à Londres. Des aventures, on n'en a qu'à Londres. Parions qu'il m'arrivera quelque chose.
Vous entendrez parler de moi quand je serai en Chine ou au Tombouctou. Le visiteur suivant, qui m'apporta ses condoléances, fut M. Fleming, le notaire de papa, qui habitait Londres. Anthropologiste ardent, il admirait religieusement l'œuvre de mon père. C'était un homme long et maigre, avec un visage allongé et des cheveux grisonnants. Prenant mes 2 mains dans les siennes, il les tapota affectueusement. « Pauvre enfant, dit-il, pauvre, pauvre petite !» Avec une hypocrisie consciente, j'assumais le rôle de l'orpheline en deuil. C'était sa faute. Il était par trop paternel et il me considérait comme une enfant sans défense, abandonnée à elle-même, perdue dans le vaste monde. Dès le début, je sentis qu'il était inutile d'essayer de le convaincre du contraire. « Ma chère petite, vous êtes en état de m'écouter. Je vais tâcher de vous mettre au courant. »« Oh oui, votre père, vous le saviez, était un grand homme. La postérité lui rendra hommage. Mais ce n'était pas un homme d'affaires. » Je le savais aussi bien que M. Fleming, mais je m'abstiens de lui dire. Il continua. « Je ne crois pas que vous y entendiez grand-chose. Cependant, je tâcherai de m'expliquer le mieux possible. » Il s'expliqua si bien que je compris qu'il me restait pour vivre une somme de 87 livres et 17 shillings. Et j'attendis en bouillant intérieurement d'impatience ce qu'il allait énoncer encore. J'étais sûre qu'il y avait une tante en Écosse, en quête de demoiselle de compagnie. Mais non, il ne s'agissait pas de cela. Maintenant, poursuivit-il, parlons de votre avenir. Vous n'avez pas de parents ? Non, je suis seule au monde, dis-je. Et ma similitude avec les héroïnes des films cinématographiques me frappa une fois de plus. Avez-vous des amis ? Tout le monde a été gentil pour moi, répondis-je pleine de gratitude. Comment ne pas l'être pour une enfant si jeune et si charmante, répliqua galamment M. Fleming. Allons, ma petite, voyons un peu ce que je peux faire pour vous. Il hésita une minute, puis... Dis donc, si vous passez quelque temps chez nous... Je saisis la balle au bond. Londres, la ville où il m'arriverait des choses. Que vous êtes bon, dis, c'est vrai, vous voulez bien. En attendant que je trouve quelques situations, car il faudrait que je gagne ma vie, vous savez. Oui, mon enfant, je comprends très bien. Nous vous trouverons quelque chose qui vous convienne. J'ai eu l'intuition que les idées de M. Fleming par rapport à quelque chose qui me convienne différaient totalement des miennes, mais ce n'était pas le moment d'approfondir la question. Donc, c'est entendu. Pourquoi pas aujourd'hui même ? Oh, merci infiniment, mais est-ce que Madame Fleming... Oh, ma femme sera enchantée de vous accueillir. Quant à cela, je me demande si les hommes connaissent vraiment leurs femmes aussi bien qu'ils le croient. Si j'avais un mari, je ne serais pas enchantée de le voir m'amener des orphelines sans même m'avoir consulté. Nous lui enverrons une dépêche tout de suite, déclara le notaire. Mes malles furent vite faites. Je contemplais tristement mon chapeau avant d'y enfoncer ma tête. Ça avait été au début un chapeau de bonne à tout faire. J'entends par là le genre de chapeau que les bonnes devraient porter quand elles sortent, si elles étaient convenables. Une espèce d'architecture en paille, noire, d'aspect vénérable. J'en avais chiffonné la calotte, replié les bords et couronné le tout, trouvaille de génie, par une espèce de carotte cubiste. Ça faisait un truc un peu psychédélique. Le résultat avait été très chic. Maintenant, bien entendu, j'enlevais la carotte et je défis le reste de mon ouvrage, la bonne à tout faire. Reprit son apparence première, avec en plus un air d'invalide de guerre qui la rendait tout à fait respectable. Je tentais de me rapprocher le plus possible de l'image qu'on se fait généralement d'une orpheline. J'étais un peu inquiète de la réception de Mrs. Fleming, mais j'espérais que ma mine piteuse la désarmerait. M. Fleming, lui aussi, était inquiet. Je m'en rendis compte lorsque nous montâmes l'escalier de la maison de Kensington, quartier tranquille et bourgeois. Miss Fleming m'accueillit assez aimablement. C'était une femme grasse et placide, du type mère de famille et bonne ménagère. Elle m'emmena dans une chambre immaculée, me demanda si je n'avais besoin de rien, m'informa que le thé serait servi dans un quart d'heure et m'abandonna à moi-même. J'entendis sa voix légèrement pointue au moment où elle entrait dans le salon. « Maintenant, Henri, expliquez-moi !» Le reste se perdit, mais le ton était suffisamment acerbe. Quelques instants plus tard, un autre bout de phrase me parvint d'une voix encore plus acide. « D'accord, elle est très jolie, très !» Vrai, la vie est trop dure. Les hommes ne veulent pas de vous si vous n'êtes pas jolie, et les femmes ne vous supportent pas si vous l'êtes. Avec un profond soupir, je me mis en devoir de me recoiffer. J'ai de beaux cheveux, ils sont noirs, pas châtain foncé, mais du noir le plus noir. Impitoyablement, je les tire en arrière, m'appliquant à faire un chignon, le chignon le plus démodé. Quand j'eus fini,
Je me trouvais ressembler incroyablement à ces petites pensionnaires d'orphelinat qui s'en vont à la queue leu-leu par les rues, toutes de noir vêtues, coiffées d'un petit bonnet. Mrs. Fleming, quand je descendis, me considéra avec une certaine bienveillance. Quant à M. Fleming, il me contemplait effaré. Je le sentais se dire « Qu'est-ce que cette petite a bien pu fabriquer ?» Somme toute, la journée se passa sans incident. On convient que je me mettrais immédiatement à la recherche d'un travail convenable. Le soir, avant de me coucher, je me contemplais gravement dans le miroir. Étais-je vraiment jolie? Franchement, je ne trouvais pas. Je n'avais ni le nez classique, ni la petite bouche en cœur qu'il faut avoir pour être jolie. Il est vrai qu'un curé m'avait dit un jour que mes yeux étaient comme des rayons de soleil dans une forêt noire. Mais j'aurais préféré des yeux bleus aux miens, qui étaient verts comme ceux d'un chat et tachetés de jaune. Tant pis. Le vert ne fait pas de mal pour une aventurière. Je m'enveloppais le buste d'une écharpe noire, laissant nus mes bras et mes épaules, puis je défis mon chignon d'orpheline et je laissais flotter mes cheveux. Je me poudrais abondamment pour me faire paraître ma peau plus blanche encore. Déterrant un vieux bâton de rouge, j'en frottais vigoureusement mes lèvres. À l'aide d'un bouchon brûlé, je noircis mes yeux. Enfin, je me jetais un ruban rouge sur mon épaule nue, piquais une plume écarlate dans mes cheveux noirs et plaçais une cigarette entre mes lèvres. L'ensemble ne me déplut pas. Anna, l'aventurière, déclarai-je tout haut en faisant signe cordialement à mon image au miroir. Anna, l'aventurière. Épisode 1, la maison de Kensington. Les petites filles sont parfois bien folles. Voilà, encore un. Encore un. Encore un, et après, peut-être qu'on s'arrête, on verra. Donc, nous en sommes au chapitre 3. La petite est à Londres, à Kensington, chez le notaire, avec Madame Fleming et Monsieur Fleming, et elle rêve d'aventure. La petite Anna qui a perdu son papa, qui était donc anthropologue. Alors voilà, on continue. Chapitre 3. Durant les semaines qui suivirent, je m'ennuyais considérablement. Mrs. Fleming et ses amies me faisaient bâiller. Elles s'entretenaient pendant des heures d'elles-mêmes, de leurs enfants, des scandales qu'elles causaient chez la laitière quand le lait n'était pas frais. Puis elles passaient au chapitre des domestiques et parlaient de la difficulté de trouver de bonnes cuisinières, racontaient tout ce qu'elles avaient dit à la directrice du bureau de placement et de ce que cette dame leur avait répondu. Elles semblaient ne jamais lire les journaux et ne pas se soucier de ce qui se passait dans le vaste monde. Elles n'aimaient pas voyager, car elles admettaient d'autres pays que l'Angleterre, et si elles faisaient une exception en faveur de la Côte d'Azur, c'est qu'on y rencontrait tous les Anglais. Quand je les entendais parler, je me contenais avec peine. La plupart de ces femmes étaient riches. L'univers entier, avec ses merveilles, était à leur disposition. Mais elles préféraient rester dans leur quartier, dans ce Londres sale et ennuyeux, et causer de laitière et de cuisinière. Lorsque j'y pense maintenant, je me reproche un peu mon intolérance, mais ces dames étaient réellement d'une sottise rare. Mes affaires me semblaient pas vouloir avancer. La maison et le mobilier vendus, le montant avait tout juste suffi à payer nos dettes. Jusqu'à présent, je n'avais pas réussi à trouver une situation. Il est vrai que je m'en souciais comme d'une guigne. J'étais fermement persuadée qu'à force de chercher l'aventure, elle viendrait au-devant de moi. C'est ma théorie favorite. Je crois qu'on obtient toujours ce qu'on veut. Cette théorie était sur le point de se réaliser en fait. C'était le 8 janvier. Regagnant le gîte après un entretien inutile avec une vieille dame qui affirmait qu'elle cherchait une secrétaire, mais demandait en réalité une femme de ménage pour 12 heures par jour et 25 livres par an, je traversai le Hyde Park jusqu'au métro, entrai et pris un ticket. À l'extrémité du quai désert, à 7 heures de l'après-midi, se tenait un homme. Comme je me promenais de long en large, je flairais, en passant devant lui, une odeur qui me porte toujours sur les nerfs, celle de la naphtaline. Son par-dessus semblait sortir à l'instant d'une malle. Cependant, les hommes commencent d'ordinaire à porter leur par-dessus d'hiver bien avant le mois de janvier. L'odeur aurait dû s'évaporer depuis longtemps. L'inconnu semblait abîmé dans ses pensées et je pouvais l'observer sans inconvénient. C'était un petit bonhomme maigrelet, au visage hâlé, aux yeux bleus, à la barbiche noire.
Il vient d'arriver de l'étranger, des Indes, probablement, me dis-je. C'est ce qui explique l'odeur de son pardessus. C'est pas un officier, il serait rasé. Un planteur, peut-être? À cet instant, l'homme se retourna comme pour reprendre sa promenade le long du quai. Il me regarda une seconde, puis ses yeux se fixèrent sur je ne sais quoi qui se trouvait derrière moi, et son visage changea, soudain convulsé par une peur panique. Il recula d'un pas pour fuir un danger subit, mais oubliant qu'il se trouvait sur le bord du quai, il cubuta et s'écroula sur la voie. Une étincelle et un crépitement jaillirent des rails. Je jetai un cri. Des passagers accoururent de l'autre bout du quai. 2 employés sortirent de ces doues et s'empressèrent. Je restais cloué au sol par une sorte de fascination horrible. Une partie de mon moi était terrifiée par le désastre subi. Une autre observait froidement et avec intérêt la façon dont on soulevait le corps étendu sur les rails et le transportait sur le quai. « Laissez-moi passer, je suis médecin !» Un homme de grande taille avec une barbe châtain passa devant moi et se pencha sur le corps immobile. Pendant qu'il l'examinait, j'éprouvais une curieuse sensation d'irréalité. Ça ne pouvait être, ce n'était pas. Finalement, le médecin se redressa et secoua la tête. Fini. Rien à faire. Nous nous étions regroupés autour du corps quand un employé leva la voix. « Reculez, mais reculez donc! Ça ne sert à rien de rester ici !» Prise d'une horreur soudaine, je me détournai et montai l'escalier 4 à 4. C'est trop affreux, j'avais besoin de m'emplir les poumons d'air frais. Le médecin qui venait examiner le cadavre me précédait. L'ascenseur était sur le point de monter et le médecin se mit à courir pour l'atteindre à temps. Je suivis son exemple et en courant, il laissa tomber une feuille. Je m'arrêtai, la ramassai et me précipitai pour la rendre. Trop tard, l'ascenseur montait et lui avec. Je restai sur le quai, le papier à la main. Au moment où l'ascenseur suivant me déposa à la sortie du métro, mon homme avait disparu. Espérant qu'il n'avait rien perdu d'important, j'examinai pour la première fois ma trouvaille. C'était une feuille simple, de papier blanc avec quelques mots et quelques chiffres griffonnés au crayon. En voici un fac-similé. 17 122 Kilmorden Castle. Évidemment, c'était sans importance. Cependant, j'hésitais à la jeter. Comme je le tortillais entre mes doigts, une affreuse odeur me fit faire la grimace. Encore la naphtaline. Je portais le papier à mon nez. Ah oui, c'était indiscutable. Il puait la naphtaline. Mais alors, je pliai soigneusement le document et le mis dans mon sac à main. Puis, je retournai lentement à la maison, tout en réfléchissant. J'expliquai à Mrs. Fleming que j'avais été témoin d'un accident affreux dans le métro et que je voudrais me retirer dans ma chambre et m'étendre un peu. La brave femme me fit prendre d'abord une tasse de thé. Ensuite, on me laissa seule et libre d'exécuter le projet que j'avais formé en route. Je voulais me rendre compte de ce qui avait provoqué en moi cette sensation bizarre d'irréalité au moment où j'observais le docteur penché sur le corps. Je m'étendis sur le plancher dans l'attitude du cadavre. Ensuite, je mis le traversin à ma place, puis m'efforçai de repérer autant que je me le rappelais tous les gestes et mouvements du docteur. Quand je finis, je savais ce que je voulais savoir. Dans les journaux du soir, quelques lignes brèves annonçaient l'accident du métro. On se demandait si ce n'était pas un suicide. Mon devoir dans cette affaire était tout indiqué. Monsieur Fleming, quand il entendit mon histoire, se déclara entièrement de mon avis. Certainement, votre déposition est nécessaire à l'enquête. Vous dites qu'il n'y avait personne à cet endroit excepté vous. Personne pour voir ce qui se passait? J'avais la sensation que quelqu'un se trouvait derrière moi, mais je ne suis pas certaine. D'ailleurs, quoi qu'il en fût, j'étais plus près de l'homme que n'importe qui. On ouvrit l'enquête. Monsieur Fleming lui-même me conduisit à l'instruction. Il semblait craindre que ce ne fût une trop rude épreuve pour mes nerfs, et je fus forcé de lui cacher mon parfait sang-froid. On identifia le défunt. Il s'appelait L.B. Carton. On n'avait trouvé dans ses poches que le papier d'une agence de location pour la visite d'une maison à louer à Marlow au nom de M.L.B. Carton. Russell Hotel. Le patron de l'hôtel le reconnut. Il était arrivé la veille et avait pris une chambre sous ce nom. Sur la feuille de renseignement, il avait écrit L.B. Carton, venant de Kimberley, Afrique du Sud. Il venait tout droit du paquebot. J'étais la seule personne qui eût assisté à sa chute. Vous croyez que c'est un accident? Me demanda le juge d'instruction. Ah, j'en suis sûre. Il avait peur de je ne sais quoi et il a reculé aveuglement sans penser à ce qu'il faisait.
Mais qu'est-ce qui a pu lui causer cette alarme? Mais j'en sais rien, mais il y avait quelque chose de bizarre. Il était pris de panique. Un membre du jury émit la supposition qu'il avait pu apercevoir un chat. Il y a des gens qui ont peur des chats. L'idée ne me parut pas brillante, mais ce n'était pas l'avis du jury, pressé de rentrer à la maison et heureux de trouver une explication susceptible de faire prévaloir la version de l'accident, celle du suicide. Ce qui m'étonne, déclara le juge, c'est que le médecin qui a examiné le corps ne soit pas encore présenté jusqu'ici. On aurait dû prendre son nom et son adresse. Je souris intérieurement. J'avais ma théorie à moi en ce qui concernait le médecin. En conséquence, je résolus de faire une petite visite à Scotland Yard, yes, le lendemain matin. Mais le lendemain fut gros de surprise, les Fleming étant abonnés au budget quotidien. Enfin, ce journal avait trouvé la nouvelle sensationnelle qu'il cherchait. Suite de l'accident dans le métro, on trouve une femme assassinée dans une villa inhabitée. Je me jetai sur le journal. On vient de découvrir un tragique mystère à la villa du Moulin à Marlow, appartenant à Sir Eustache Pedler, membre du Parlement. Cette propriété est à louer, non meublée, et Fon se rappelle qu'on a trouvé un visa d'une agence de location portant l'adresse de cette villa dans la poche de l'homme mort dans le métro, station Hyde Park. Alors Von, je ne sais pas qui c'est Von, et Von se rappelle, je ne sais pas qui c'est. Je recommence la lecture parce qu'il est un peu compliqué. On vient de découvrir, ça c'est dans le journal, c'est écrit dans le journal, on vient de découvrir un tragique mystère à la villa du Moulin à Marlow, appartenant à Sir Eustache Pedler, membre du Parlement. Cette propriété est à louer, non meublée, et Von, V-O-N, donc, se rappelle qu'on a trouvé un visa d'une agence de location portant l'adresse de cette villa dans la poche de l'homme mort, dans le métro, station Hyde Park. On a cru d'abord qu'il s'était suicidé en se jetant sur la voie. Hier, on a découvert dans une chambre du second étage de la villa du Moulin le corps d'une belle jeune femme étranglée. On la croit étrangère, mais jusqu'ici, on n'a pas réussi à l'identifier. La police, qui croit avoir la clé de l'affaire, suit une piste. Sir Eustache Pedler, propriétaire de la villa du Moulin, se trouve actuellement sur la Côte d'Azur, où il passe la saison. Voilà l'article du journal. Donc, en fait, suite de l'affaire, une villa dans laquelle on a retrouvé l'adresse donc de cette villa dans les poches du mort dans le métro. Une villa qui appartient à Sir Eustache Pedler. Et on a retrouvé donc une femme étranglée. Je ne sais pas sur quelle piste ils sont, puisque Sir Pedler, le propriétaire, est sur la Côte d'Azur, alors que là, on est à Londres. Bien, allez, je m'en fais un petit dernier, parce qu'il était très court, celui-là, et l'autre, il est très court aussi. Puis après, on reprendra demain. Hein, j'avais dit que je m'arrêtais vers 18h. C'est dans pas longtemps. Encore un petit peu, si ça vous intéresse toujours. Chapitre 4. Personne ne se présenta pour aider à identifier la femme assassinée. L'enquête tira au clair les faits suivants. Le 8 janvier, vers 1h, une femme élégante avec un léger accent étranger se présenta à l'agence de location Butler et Park à Knightsbridge. Elle déclara qu'elle désirait louer ou acquérir une villa dans la banlieue, le plus près possible de Londres. On lui indiqua plusieurs, y compris la villa du Moulin. Elle donna le nom de Madame de Castina au Ritz, mais ce nom ne se trouva pas porté sur le registre et les employés de l'hôtel ne reconnurent pas le corps. Mrs. James, femme du jardinier de Sir Eustache Pedler, qui était concierge de la villa et habitait une petite loge située près de la route, fit ses dépositions. Vers 3h de l'après-midi, une dame vint visiter la propriété. Elle présenta un visa de l'agence de location et, comme de coutume, Mrs. James lui remit les clés. La maison était située à une certaine distance de la loge et la concierge n'accompagnait pas les visiteurs. Quelques minutes plus tard, un jeune homme arriva. Mrs. James le décrivit comme étant de grande taille, aux épaules larges, avec un visage bronzé et des yeux gris. Il était rasé de frais et portait un complet marron. Il expliqua qu'il était un ami de la dame qui venait d'entrer, mais s'était arrêté au bureau de poste pour expédier une dépêche.
Elle le laissa rejoindre la visiteuse et n'y pensa plus. Peu de temps après, il reparut, lui rendit les clés et déclara que la villa, à leur regret, ne le conviendrait pas. Mrs. James ne revit pas la dame, mais crut qu'elle était partie la première. Cependant, elle remarqua le visage défait du jeune homme. Il avait l'air de quelqu'un qui avait vu un fantôme. J'y crus qu'il avait eu un malaise. Le lendemain, un autre couple était venu découvrir le corps étendu sur le plancher d'une des chambres du second. Mrs. James reconnut la vieille dame. Enfin, non, pardon, la dame de la veille, pardon. Mrs. James reconnut la dame de la veille. Les agents, celle du Ritz, hein. Les agents de location, également, Madame de Castina, du Ritz. Le médecin de la police déclara que la femme devait être morte depuis environ 24 heures. Le budget quotidien en conclut que l'homme du métro avait assassiné la femme et s'était ensuite suicidé. Mais étant donné que l'accident de la station Hyde Park avait lieu à 2 heures et que la femme était encore vivante à 3, on en pouvait conclure qu'à une de ces coïncidences si fréquentes dans la vie. On porta un verdict d'assassinat contre inconnu ou inconnu S. Et la police, sans compter le budget quotidien, dut affronter une tâche nouvelle, retrouver l'homme au complet marron. Mrs. James, affirmant catégoriquement que la maison était vide quand la dame y entra et que personne excepté le jeune homme ne passa le seuil jusqu'au lendemain, on n'en pouvait tirer qu'une seule conclusion. L'homme au complet marron était l'assassin de la malheureuse Madame de Castina. Elle avait été étranglée avec un bout de corde noire. Il était évident qu'elle avait été prise au dépourvu, sans une seconde, pour jeter un cri. Son sac à main de satin noir contenait un porte-monnaie bien garni, un fin mouchoir de dentelle et le coupon de retour d'un ticket de première pour Londres. Tels étaient les détails publiés avec force commentaire par le budget quotidien, dont le mot d'ordre était « Trouver l'homme au complet marron ». 500 personnes par jour en moyenne écrivaient à la rédaction pour annoncer qu'ils avaient mis la main sur le criminel et les jeunes gens de grande taille avec un visage bronzé maudisaient le jour où leur tailleur leur avait conseillé de choisir un complet marron. L'accident du métro, considéré comme une simple coïncidence, s'était effacé de la mémoire de tous. N'est-ce vraiment qu'une coïncidence ? Je n'en étais pas sûre. Peut-être n'était-ce que ma fantaisie. J'avais fait de l'accident du métro un roman mystérieux selon mes vœux. Mais il semblait y avoir une sorte de lien entre ces deux événements fatals. Dans chacun, il y avait un homme au visage bronzé. Selon toute évidence, un Anglais arrivant de l'étranger. Et ce n'était pas tout. Il y avait autre chose. Et ce fut cette autre chose qui me força enfin à faire une démarche qui me semblait assez hardie. Je me présentai à Scotland Yard et demandai à voir le commissaire de police chargé de l'affaire de la villa du Moulin. L'inspecteur Meadows était un petit homme rouquin qui n'avait rien d'aimable. Un satellite se tenait muet dans un coin. « Bonjour, monsieur l'inspecteur, fis-je nerveuse. »« Bonjour, miss, veuillez vous asseoir. On me dit que vous désirez me donner un renseignement que vous croyez utile. » Sur un ton, son ton paraissait indiquer que cette possibilité lui semblait exclue. Je me sentis agacée. « Vous vous rappelez l'incident du métro ? L'homme avait dans sa poche le visa d'une agence de location avec l'adresse de la villa du Moulin. »« Ah oui, fit l'inspecteur ? Vous êtes Miss Bedingfield ? Vous avez fait votre déposition au moment de l'enquête ? Mais oui, cet homme avait cette adresse-là dans sa poche. D'autres l'avaient aussi, sans aucun doute. Et pourtant, ils n'en sont pas morts. » J'entrepris l'attaque. « Cela ne vous paraît pas étrange que cet homme n'ait pas eu de ticket dans sa poche ? » Un ticket, ça se perd facilement. Et pas d'argent ? Il en avait un peu dans les poches de son pantalon. Et pas de carnet ? Tout le monde n'en a pas. Cela ne vous étonne pas que le docteur n'ait jamais reparu ? Les hommes sont occupés, et les hommes occupés ne lisent pas tous les journaux. Il a probablement oublié l'incident. Je vois, dis suavement, que vous êtes décidée à ne rien trouver étrange. À vrai dire, Miss Bedingfield, je crois que vous êtes, décidée à tout trouver étrange. Les jeunes filles sont un peu romanesques, vous savez, les mystères, les intrigues, etc. Quant à moi, j'ai beaucoup à faire. Saisissant l'allusion, je me levai. Le satellite dans le coin murmura humblement. Si Miss Bedingfield voulait bien nous dire brièvement son point de vue sur l'affaire, monsieur l'inspecteur. Allons, allons, dit l'inspecteur, ne me prenez pas la mouche, Miss Bedingfield. Vous avez une idée derrière la tête, alors dites-moi ce que c'est. Et j'hésitais encore
entre ma dignité offensée et le désir ardent de produire ma théorie du mystère, finalement lâchant ma dignité. Eh bien, dis-je, l'homme est tombé parce qu'il a eu peur. Et qui a pu lui faire peur? Pas moi. Quelqu'un derrière moi, quelqu'un qui se dirigeait vers lui et qui l'a reconnu. Et vous n'avez vu personne? Personne, admis-je. Je ne me suis pas retourné. Mais dès qu'on ramena le corps sur le quai, un homme s'avança, disant qu'il était médecin. Bah, rien de bizarre à ça, dit sèchement l'inspecteur. Mais ce n'était pas un médecin. Quoi? Bah, ce n'était pas un médecin, répétai-je. Et comment vous le savez, Miss Bedingfeld? Bah, c'est difficile à expliquer. Mais j'ai travaillé dans les hôpitaux pendant la guerre et j'ai vu des médecins examiner les corps. Il y a une espèce de savoir-faire professionnel que cet homme n'avait pas. En outre, un médecin ne cherche pas le cœur à droite. Il a fait ça? Oui. Je ne l'ai pas enregistré consciemment à ce moment-là. J'ai simplement senti quelque chose d'insolite. Mais j'ai reconstitué la scène plus tard et j'ai compris le pourquoi de mon étonnement. Ah, fit l'inspecteur qui prit son stylo. En palpant le corps, il a pu tirer des poches tout ce qu'il voulait. Invraisemblable, marmonna l'inspecteur. Enfin, pouvez-vous le décrire? Grand, les épaules larges, un pardessus foncé, des souliers noirs, un melon, des lunettes et une barbe châtain en pointe. Si vous enlevez le pardessus, la barbe et les lunettes, il ne reste pas grand-chose pour identifier, ronchonna l'inspecteur. Et il pourrait changer d'aspect en 5 minutes. Il le ferait s'il était le pickpocket pour lequel vous le prenez. Ce n'est pas du tout mon idée. Mais à partir de ce moment, ce n'était pas du tout mon idée, mais à partir de ce moment-là, je renonçais à convaincre l'inspecteur. Autre chose à signaler? Demanda ce dernier comme je me levais pour partir. Oui, fis-je, profitant de l'occasion pour lui lancer une dernière pointe avant de m'en aller. Sa tête était nettement brachycéphale. Pas facile à changer, ça. Et je remarquai avec plaisir, en m'en allant, que le stylo de l'inspecteur restait suspendu en l'air. De toute évidence, il ignorait l'orthographe du mot brachycéphale. Et c'est quoi brachycéphale? Hein? Ça veut dire quoi, brachycéphale, exactement? Brachycéphale, c'est la tête. Brachycéphale. C'est avec un écrasé, brachycéphale. Comme les cavaliers King Charles. Brachycéphale. Voilà, c'est un physique un petit peu écrasé. Ils disent un physique un peu asiatique, voilà. Bon, eh ben écoutez, j'ai terminé ma lecture pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas lu trop vite. Ah, salut Jérôme, ça va mon chou, tu veux? T'as vu? C'est pas mal mes cheveux quand même. C'est mon coiffeur, Jérôme. Ah, ça va. Bon, ils vont pousser, hein. Oui, un nouveau mot. Voilà, ça me détend de vous écouter. C'est vrai? C'est cool ça. Voilà. Oui, mais je vais transmettre ce que vous avez dit. Il y a une infirmière qui m'écrit un petit mot. A fait tourner, ça fait du bien de vous écouter. Je suis infirmière, ça me détend de vous écouter. On n'en peut plus, du calme avant le rush. Si vous pouviez dire aux gens de rester chez eux, c'est important. On est en danger, ils vous écouteront peut-être. Merci à vous, vous êtes une belle personne. Moi, je n'arrête pas de dire aux gens depuis le début, de prendre leur mal en patience, de respecter les règles de sécurité. Bien sûr, on peut râler, on n'a pas de masque. On n'a pas de masque, on n'a rien. Mais en même temps, bon ben voilà, je crois que le moment n'est pas à récriminer. Le temps viendra où il faudra faire les comptes de ce qui a merdé, pour pas que ça remerde une autre fois. Mais je crois que bon, il y a un temps pour tout. Et là, pour l'instant, ce temps-là, il est d'essayer de rester à la maison. De pas penser, c'est pas des vacances, on sort pas, moi je sors pas de la journée, j'ai fait les courses pour la semaine, je sors mes chiens une fois par jour, le matin tôt, je ne croise personne, je rentre vite. Voilà, mon fils, mon mari et moi, on est là, on bouge pas, parce que l'important c'est de pas faire véhiculer ce virus, surtout pour ne pas engorger les hôpitaux. Alors, on va pas voir tout de suite les effets du confinement. Hein. Il va falloir une quinzaine de jours avant de commencer peut-être même à le ressentir, et pas forcément, puisque la maladie, forcément, il va y avoir un pic beaucoup, dans une quinzaine de jours, je pense, un pic très élevé. Mais voilà, il faut rayer tout ça.
Alors après, je sais pas, je connais pas la suite, je sais pas. Mais voilà, j'espère simplement que vous allez avoir du courage. Je vous retrouve demain. Je continuerai à vous lire si ça intéresse. Je sais qu'on peut revoir. On peut revoir donc sur le Facebook. Voilà, dites-moi vos avis. Si je lis trop vite, si je lis pas assez vite, si j'articule pas assez. Voilà, si ça vous intéresse. Après, bah, vous pourrez me donner des idées de lecture. S'il y en a qui ont des nouvelles qui sont pas parues et que vous avez envie que je lise, je les lirai avec plaisir. Voilà. Je vous embrasse fort. Passez une bonne soirée. Occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos parents. Faites attention à eux. Et puis à 20h, on se donne rendez-vous sur le balcon. Hein, et on va tous crier ce soir. On va applaudir, mais on va surtout crier « Donnez des masques aux soignants ». Je pense qu'il faut qu'une clameur s'élève, donner des masques aux soignants. Il faut vraiment les aider. Voilà. Allez, gros bisous. À demain 17h. Ciao.